Samy Green, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors, c'est dans cette spéciale qui est consacrée à Yom HaShoah. Et donc, on voudrait que vous nous racontiez, vous qui êtes un des rares rescapés de la rafle du Veldiv, comment ça s'est passé, Samy? Eh ben, d'abord, il faut savoir que la rafle du Veldiv devait avoir lieu le 14 juillet, non pas le 16 et le 17. Et c'est la préfecture de police, pas la préfecture, ce sont les gens de la préfecture de police qui se sont adressés à Bousquet et aux autorités allemandes en disant, bon, le 14 juillet n'est plus fêté, mais ça peut remuer un peu la population parisienne. Il faut repousser la date. Donc, la date a eu lieu le 16 et le 17. Mais entre-temps, beaucoup de commissaires de police ont fait passer le mot dans la communauté juive. Et tout le monde a dit, bon, ben, comme l'a rappelé les billets verts, on va prendre que les hommes de moins de 60 ans. Donc, tous les hommes, dont mon père, se sont cachés. Ça fait que nous, les gendarmes français, et j'assiste bien là-dessus, on ne voyait pas à l'époque d'Allemands. Toute la France d'abord était pas indépendante, mais disons que le régime policier était 100% français. Il y avait peut-être un gars de la Gestapo, mais qui ne parlait pas. Donc, ils sont venus à 6 heures du matin, frapper aux portes, et naturellement, il n'y avait personne. Certains policiers ont effectivement dit aux femmes, puisqu'il n'y avait pas les hommes, pour la part, pour notre immeuble chez nous, il n'y avait aucun homme. Et les hommes n'étaient pas loin, ils étaient au 6e étage. Mais ils n'avaient pas les papiers. La police française, elle allait là, ce qui était marqué. C'était marqué aller au 2e étage pour notre cas à nous. Deuxième, bon voilà. Et beaucoup de personnes, beaucoup de policiers ont dit à ce moment-là, bon, nous on revient, vous n'êtes pas prêtes, on revient dans une demi-heure. C'est-à-dire, vous avez le temps de vous sauver. Et 95% des gens ne se sont pas sauvés. Donc, ils sont venus, ils ont pris ma mère, ma sœur, qui avait 11 ans de plus que moi, donc qui avait 14 ans, et moi, j'avais 2 ans et 3 mois. Là, on a été conduits dans les autobus qui attendaient en bas, direction le Veldiv. Et le livre, on est arrivé, et ça, c'est pas que je m'en rappelle, parce que 2 ans et 3 mois, 2 ans, même 6 mois, il n'y a pas réellement de souvenirs. Ma soeur m'a raconté, et jusqu'à cette odeur, cette saleté, rien n'était prêt au Veldiv. Imaginez-vous, au Veldiv, les Allemands avaient prévu 24 000 arrestations, il n'y en a eu que 15 000. Sur les 15 000, 6 000, c'était des célibataires ou des jeunes mariés. Eux sont partis directement sur Drancy. Et le reste est resté, dont 4 115 enfants, et ça j'insiste, de 2 ans, pas en dessous, de 2 ans à 15 ans, 4 115 enfants, et femmes, en majorité des femmes et des hommes. Mais promiscuité, dans les gradins, il n'y avait pas de quoi manger, rien, il n'y avait pas d'eau. Ça, au bout du 3e jour, le colonel des pompiers, dont le fils sera ensuite, plus tard, bien plus tard, ambassadeur de France en Israël, Pierre Perret, Alain Pierret, hein. Il y en a un qui s'appelle Alain Pierret, c'est l'ambassadeur, et Pierre Perret, c'était son père. Alors, c'était amusant parce que le neveu de celui qui a signé l'armistice, ça c'est entre parenthèses, entre la France et les nazis, s'appelait Hutzinger. Le neveu de ce même Hutzinger était ambassadeur de France en Israël. Et tout de suite après, c'est le fils du capitaine des pompiers qui est devenu ambassadeur en Israël. C'est des concours de circonstances, mais je tiens à soit noté quand même. Donc, on est resté, bon, dans la bousculade du Veldiv, je suis tombé. Je suis tombé peut-être le deuxième jour à peu près, et je me suis fendu le front, que j'ai encore une cicatrice.
Et on m'a ramené à l'infirmerie. L'infirmerie était en bas, sur la piste du Veldiv. Les gens étaient tout autour, mais l'infirmerie était en bas. Et ma mère est partie, m'a ramené donc, et le docteur m'a reconnu. Pourquoi? Parce qu'à l'âge de 1 an, j'ai été opéré d'une opération assez importante par le professeur Vaux. Et le docteur qui était au Veldiv était un des assistants du professeur Vaux. Donc, il m'a reconnu et il a dit à ma mère, vous savez quoi, vous restez près de moi, vous serez infirmière et votre fille, fille de stage. Ça fait que on est resté au Veldiv jusqu'au 21 juillet, jusqu'au dernier jour. Ma mère a été nommée chef de baraque, si on veut, à Pithiviers. On est parti à Pithiviers. Là, elle était dans la baraque 2132. Eh ben, c'est le numéro de la baraque. Il y avait 150 gosses. Moi, c'est ma soeur qui m'a raconté par la suite. Moi, je me rappelle des cris. Je me rappelle des cris, des bagarres, c'est vrai. Et ma mère s'est retrouvée donc avec ma soeur, responsable de tous ces enfants-là. Moi, ça m'a pas plu. J'étais un gosse, j'étais très voyou, on dit en anglais, j'étais un lobos. Je me suis sauvé et les gendarmes m'ont ramené. Les gendarmes m'ont ramené dans le camp. Parce qu'à à Pithiviers, le camp n'était pas électrifié. Il ne faut pas s'imaginer. Mais les gendarmes avaient interdiction. Je suis sorti, on m'a ramené dans le camp. Les gendarmes, au lieu de me cacher, surtout qu'il y a un gendarme a caché une autre famille, mais ça, à l'occasion, on pourra en parler, m'ont ramené. Moi, je voulais simplement revenir à la maison, prendre le métro. Bon, bon ça s'est passé comme ça et on est resté jusqu'au 15 août. Le 15 août, on est parti sur Drancy. Là, à Drancy, c'était horrible parce que je me rappelle, j'étais en France il y a une vingtaine d'années à la commémoration du convoi 75 où mon père a été déporté. Et j'étais un peu en avance. Et je me suis promené donc à Drancy. À Drancy, les constructions sont en U voûtée. Et je suis en train de me promener avec ma femme. Et à un moment donné, je dis à ma femme, mais tu sais, c'est mon rêve, parce que j'ai toujours rêvé, et ça me réveillait, c'est un cauchemar. Je me voyais nu, en train de recevoir des coups avec des femmes nues autour de moi, mais dans un tunnel, c'était un tunnel. Et je dis à ma femme, mais je me mets à quatre pattes, c'est quoi de dire, un bonhomme, je me mets à quatre pattes, et je dis à ma femme, mais c'est amusant, c'est mon tunnel, ça. Quand maître Serge Schwarzfeld, on est retenu, je le connais, je lui ai dit, Serge, explique, j'ai retrouvé mon rêve. Il m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je lui ai expliqué, il m'a dit, non, vous êtes arrivé de Pithiviers ou de Baume-la-Rolande, plein de vermine, plein de poux. Et les femmes vous ont aspergé d'eau. Il n'y avait pas d'autres produits, puisque logiquement, vous deviez partir dans 4 ou 5 jours à Pichipoy, comme on dirait à Auschwitz. Donc, les femmes nous ont arrosés à coups de lances d'eau. Et moi, c'est ce que j'avais pris dans mon rêve, c'était des coups de bâton. Alors, pour la petite histoire, donc, on est arrivé comme ça jusqu'au 18 août. C'était les 3 jours. Les 18 août, je devais monter dans le convoi numéro 20 avec ma soeur. Ma mère, qui était toujours infirmière, parce que le docteur est venu également avec nous à Drancy, ma mère s'est affolée, elle dit voir le docteur, mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Le docteur a dit, on va essayer quelque chose. Il a été voir le chef du camp de Drancy en disant, cet enfant est sous surveillance médicale, il a été opéré il y a 1 an, donc il a raconté ce qui était vrai. Il a raconté l'histoire du professeur Vaux à l'hôpital des enfants malades et il a besoin d'être suivi. Comme il y avait une histoire, j'avais été opéré d'un bec de lièvre. Et le bec de lièvre, il y a toujours une histoire d'hérédité. Et les Allemands sont friands de ces choses-là. Le chef du camp, qui n'était pas allemand, qui était français, il a
accepté les dires du médecin. Donc, ma sœur, ma mère et moi, on a été évacués sur l'hôpital des enfants malades, qui je crois s'appelle maintenant l'hôpital Necker, si je ne me trompe pas. Mais là, je peux faire une erreur. À l'hôpital des enfants malades, mon père, parce que mon père n'a jamais été pris, il a été pris plus tard, qui avait rejoint les FTP-MOI. Les FTP-MOI, c'est les francs-tireurs partisans, main-d'œuvre immigrée. A pu nous faire libérer de l'hôpital des enfants malades. Ma mère et ma sœur ont été se cacher à Montlhéry, dans l'Institut Boutilly. Ça, j'ai les papiers, mais là, c'est pas. Et sous le nom de Hélène et Françoise Grégoire. Moi, on m'a caché à Sevran, qui est à une dizaine de kilomètres de Drancy, d'ailleurs, ça ne faut pas oublier, dans une famille qui s'appelle famille Haute. J'ai retrouvé il y a 10 ans les petites filles de cette famille Haute et j'ai pu leur faire obtenir la médaille des justes. C'est grosso modo ça, c'est mon témoignage. Maintenant, Alors, si vous avez des questions, je préfère parce que bien sûr. oui, Alors, Samy, est-ce que vous vous rappelez un petit peu de comment c'était dans cette famille d'accueil quand vous étiez à Sevran? oui, Est-ce qu'on vous avait oui. changé votre nom? Est-ce qu'on vous avait dit Non, de ne pas dire que vous étiez juif parce que vous étiez petit? C'était difficile. non. Alors là, j'ai une anecdote, mais là, je me rappelle, parce que j'avais déjà 3 ans, oui, j'avais 3 ans, et là, je me rappelle bien, je suis arrivé là-bas, il y avait déjà deux petites filles juives, Mhm, il y avait deux petites filles juives, une qui s'appelle Nicole Gerbaz, que je suis mhm. toujours en rapport avec eux, même si je suis en Israël, elle est en France, mais on se considère comme frères et sœurs, et Mhm. une autre qui malheureusement est décédée en 98, qui s'appelait Arlette Lemberger. Euh, Attendez, je reprends mon fil. Donc, vous êtes dans cette Oui, famille oui, à oui. Sevran avec Voilà. Arlette et Nicole. Mhm, Bon, j'allais souvent avec Nicole. Arlette était plus petite. Et avec Nicole, je me rappelle, on est sorti de rue de la Paix à Sevran. Rue de la Paix à Sevran, et tout au bout, il y a la grande rue, qui est la rue de Launay-sous-Bois, pour les gens qui connaissent un peu le Sevran. On est arrivé là, et là, il y avait une casemate d'Allemande. Donc, c'était en 44, je suppose, puis j'avais 4 ans, et ça, je me rappelle bien à cause de la rappelée que j'ai reçue après. Et je ne sais pas pourquoi, je suis rentré avec Nicole voir cette André Katzmat, on est ressorti avec des petits gâteaux. Mais comment j'ai parlé avec eux? Parce que eux, ils ne parlaient pas français. Moi, je parlais couramment yiddish. Mais le yiddish, c'est 60% allemand, 30% d'hébreu et 20% de polonais. Donc, c'est toujours est-il que quand je suis revenu chez Tonton Hout, j'ai reçu ma raclée que jusqu'à maintenant, je me rappelle. Ça, c'est le premier anecdote. Deuxième anecdote, là, c'est déjà en 44, toujours pareil. Pas la libération, oui, la libération, on peut dire. On est avec Tonton Hout chez le Charbonnier, parce que le coin de cette rue de la Paix et de la rue de Launay, c'était un charbonnier qui était là, qui est devenu maintenant un dépôt d'autobus, parce que je suis retourné voir. C'est devenu et on est là avec Nicole, avec Tonton Hout, et on voit des soldats qui viennent, qui tombent blessés, du sang, et on a eu très peur. Oui, on s'est sauvé, on est rentré avec Tonton Hout dans le pavillon. Pour moi, c'était grand, à fin de compte, c'est tout petit. Et là, il m'a semblé voir au loin, pas au loin, près, un avion qui s'est écrasé. Et j'ai voulu en avoir le cœur net. Nicole a été à l'hôpital à cause de cette histoire, parce qu'elle ne l'avait pas oublié non plus. Et on a été ensemble à l'association des anciens combattants de Sevran. Et il s'avère qu'effectivement, un avion est tombé, mais 300-400 mètres plus loin. Ça, c'était pour résumer. Alors, est-ce Voilà. que vous diriez, Samy, que c'est grâce à ce médecin que vous avez été sauvés parce que Oui, sinon vous seriez partis pour Auschwitz, tous les trois? tous les trois, et on aurait rejoint malheureusement mon père qui n'est pas revenu. Bien, j'ai retrouvé ses traces dans le chemin le chemin quand il a quitté Auschwitz parce qu'il a été pris le 27 mai 44, pas loin avant la libération, par le convoi 75.
Et Auschwitz a été évacué le 27 janvier 1945, donc à peu près 6 mois. Et une des personnes qui était avec mon père, qui était à la Schule rue Bafroy, la synagogue rue Bafroy, Mhm. disait à mon beau-père, parce que ma mère s'est remariée après la guerre, il dit oui, je vais vous dire en français, le père de ton fils, parce que c'était en anglais, on dit, le père de ton fils, a verbrannt communiste, il était fou de son communisme, il a voulu aider les autres, il a aidé, on l'a tué. Et c'est comme ça, j'ai fait des recherches. Je ne savais pas tout ça. J'ai fait des recherches, j'ai obtenu l'histoire de mon père. Il y a eu 117 ce prix du convoi 75 qui ont été travaillés par des hommes, hein, qui ont été travaillés comme infirmiers à Auschwitz. Ils ont été évacués le 27 et j'ai eu ton numéro A115-914. Je crois que je l'ai noté quelque part par là. Si vous permettez. A119-14. Oui, A119-14. Et j'ai demandé, j'ai fait des recherches auprès du consulat polonais parce que beaucoup de Polonais, puisque les cadavres étaient au milieu de la rue, puisque les gens marchaient, et beaucoup de Polonais ont voulu cacher les cadavres, ils ont enterré. J'ai essayé, mais ça n'aboutit à rien. Voilà, là, vous avez vraiment tout si on peut dire, mon témoignage. Et ensuite, Samy, quand est-ce que vous avez choisi de venir habiter en Israël? Alors là, c'est très curieux aussi. L'histoire est très curieuse. Un jour, je suis rentré du travail. Ma femme m'a toujours dit, moi, je suis née juive, c'est par accident. Oui, elle est née juive, elle a pas demandé. Complètement athée, excuse-moi, Annick. Alors que moi, j'étais effectivement communiste d'éducation, mais ma mère s'est mariée avec un chassid, donc j'étais à moitié entre les deux. Et bon, l'histoire est comme ça. Ma femme juive, naturellement, qui se plie pour les vendredis soirs, il faut aller à la maison, Shabbat Shalom, etc. On mange avec mes parents. On revient à la maison et un jour, il y a déjà mon fils, ma fille aussi. Mon fils rentre de l'école, on habite boulevard Magenta à Paris, et dit à ma femme, Maman, qu'est-ce que c'est qu'un sale juif? C'était en 70, 1970. 1970. Donc, à ce moment-là, moi, je reviens du travail. Je travaillais rue de Turenne à Paris, dans les schmatzes, dans la confection. Et ma femme me dit, bon, tu m'as dit un jour qu'on terminerait nos jours en Israël. Moi, je veux voir ce que c'est qu'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Stéphane est rentré. Enfin, Stéphane. Mais Stéphane, c'est un nom typiquement polac en plus. Stéphane est rentré à la maison, c'est Shlomo en français, hein, en hébreu. Et il m'a demandé qu'est-ce que c'est qu'un sale juif. Ben, je lui ai dit, et ma femme dit, je lui ai dit, c'est un juif qui se lève pas. Et là-dessus, il y a une petite histoire qui s'est greffée. C'était le deuxième choc qu'elle recevait. Parce que lorsqu'elle était enceinte de ma fille, elle rentre, on habitait rue André Delsart. La rue André Delsart, c'est au pied du Sacré-Cœur. Elle rentre du marché, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle se fait insulter par la concierge, ma femme était enceinte de 7 8 mois à peu près. Oui, Hitler ne vous a pas tous tués, c'est dommage. Ah oui, Alors, c'est ma violent. femme, oui, ma femme, disons que c'est le côté très nerveuse qu'elle a. Jusqu'à maintenant, c'est elle qui porte le pantalon à la maison, mais ça, c'est typiquement ashkénaze. Oui. Euh, donc, elle est descendue en catastrophe. Elle s'est jetée sur la concierge. Il y a eu des coups, il y a eu des coups. Ils ont conduit la concierge et ma femme chez le commissariat qui était rue André Delsart, là-bas. Et moi, on m'a appelé. Venez chercher votre femme. J'arrive au commissariat. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ma femme raconte. Le policier, là, je dirais pas le flic, le policier, parce que la réaction était très bonne, l'a entendu.
Et il y a des témoins qui ont dit, oui, oui, c'est vrai, elle a sauté dessus, mais madame n'allait pas la traiter de sale juive. Et puis, ouais. Le policier a dit, ben, madame Green, si vous voulez, déposez plainte. Donc, c'était le premier abord, disons. Le deuxième, mon fils, qu'est-ce que c'est qu'un sale juif? Donc, moi, on fréquentait un mouvement sioniste socialiste qui s'appelait le Bilou, qui n'a rien à voir avec le Bet Yaakov Ben Elcha, qui est le Bilou en France, qui était rattaché à l'Ichoud, et on faisait partie d'un mouvement sioniste. Donc, on était entouré de sionisme autour de nous. On avait une éducation sioniste juive. On est monté on a fait notre voyage d'études en janvier 71. On est revenu en Israël. Ma femme a été émerveillée par Israël. C'était très beau. Moi, j'étais très déçu parce que j'avais connu Israël en 1957 où c'était très chaloutz, très pionnier. Et j'arrivais en 71, c'est ville de Chai, c'est du modernisme. Les gens, c'est les sauvages, on se croirait en Amérique, c'est qu'à de dire au Far West. Ma femme, elle a bien, très bien vu, elle a aimé ça. Et on est rentré en France. Et au mois de mars-avril, elle me dit, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On avait visité des appartements là-bas à Natania. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que Stéphane, mon fils, allait avoir 6 ans. Si on doit partir, c'est maintenant. Bon, sur ce, on était à l'agent juif. On a dit, voilà, on est deux couples, parce qu'entre-temps, on avait un couple d'amis, les Skorniks. On est deux couples, 5 enfants, 3 filles. On veut monter en Israël. On n'a rien besoin. La seule chose qu'on demande, Ulpan Ben Yehuda à Natania. On n'a rien demandé. Ça fait on est arrivé, on y arrive. Donc, ils ont accepté le dossier. Pas besoin de faire preuve de judaïcité parce que ça a été très facile. Hein. Il y avait l'antécédent de Drancy. Et on est arrivé en Israël en septembre, août 71, et on a fait notre alliance. Voilà. Et vous n'êtes jamais reparti. Est-ce que vous vous inquiétez de l'antisémitisme en France, Samy Green? En Sincèrement, France, en Europe, en Belgique, oui, sincèrement. non. Non, parce que il n'y aura pas. Il y a un antisémitisme, je le vois. J'ai ma belle-sœur qui est en banlieue parisienne. Elle a une petite histoire, cette banlieue parisienne qui s'appelle Villemomble-Rency. Il y a une synagogue, il y a une école Une juive. école. Oui, il y a une école qui a été vandalisée il y a quelques années. Mais il faut voir le samedi matin là-bas. Si vous avez les Juifs qui vont à la synagogue avec le talit sur le dos, mais disons, on ne va pas rentrer dans le temps, il le talit sur les épaules et ils croisent des musulmans, ils se saluent. Il faut voir cette entente. Ils sont peut-être antisionistes, les musulmans, mais ils respectent le judaïsme. L'antisémitisme que j'ai peur, oui, c'est l'antisémitisme qui pourrait revenir par une extrême droite qui est fascisante. Celle-là, l'antisémitisme arabe, ça sera de l'antisionisme. Parce que là, moi, personnellement, je fais une différence. Malheureusement, j'ai bien dit, malheureusement, il y a des juifs qui se sentent profondément juifs et qui sont passionnistes. Je ne parle pas des Neturei Karta qu'on voit en Israël, mais je parle de nombreux juifs, de bons juifs traditionnalistes qui vont à la synagogue pour Kippour et Rosh Hashanah, mais qui mangent un peu de matzot avec des fruits de mer, le Pessah. Mais non, c'est vrai, on ne mange pas de pain, mais on boré ayam, c'est les fruits de la mer. Et non, mais c'est vrai. Et c'est mon côté ex-religieux, pas ex-religieux, formation religieuse. Et je ne sais plus où j'en suis. Donc, Et sur l'extrême droite fascisante, vous me disiez que c'était ça oui, l'antisémitisme dont vous c'est avez peur. cela me font peur. Beaucoup plus, parce qu'elle peut se réveiller. Elle peut se réveiller et ça va faire mal. Et qu'est-ce qui se passe en France? Je ne parle pas d'Israël, hein, je parle de la France ou de l'Europe. Ce qu'il y a eu en Hongrie, ce qu'il y a eu en Pologne. L'extrême droite est remontée.
jusqu'à, il y avait des voyages en Pologne pour les enfants israéliens. Pendant un an, il n'y en avait plus. Mm. Maintenant, ça y est, ça va redémarrer sous des conditions, mais qu'Israël a été obligé d'accepter. Alors, en Hongrie, le gouvernement est d'extrême droite, il est nationaliste, je dirais pas fascisant, parce qu'il y a quand même un ministre juif en Jordanie, en Hongrie, il y en a deux en Ukraine, et Dieu sait que les Ukrainiens, quand on parle de Babi Yar, quand on parle de, quand même, on peut dire Auschwitz une partie, quand on parle de Treblinka, quand on parle des camps, ils étaient gardés par les Ukrainiens. Quand on parle de la Shoah par balle, c'est pas les Allemands, c'est les Ukrainiens. Quand le père Dubois est revenu de son voyage, d'abord il a été malade, il a été hospitalisé parce qu'il a été très choqué, et lui a trouvé il a trouvé près de 1,5 million, lui il déduit qu'il y a 1,5 million juifs qui sont morts par la Shoah par balle en Ukraine, pas par les Allemands. Les Allemands commandaient, c'est vrai. Mais qui c'est qui tirait? C'est les Ukrainiens. Il y a des Ukrainiens qui ont sauvé des Juifs, c'est sûr et certain. Mm. Comme le plus grand nombre de Juifs parmi les nations, c'est en Pologne. Seulement sur 3 millions Juifs, 3 300 000 Juifs qui restent en Pologne, il y a 300 000 sont revenus. Il y a eu un pogrom à Kielce en 1948, 46, pardon. Et là, ils ont recommencé à tuer. Gromulka gagne la paix, un passeport, un seul voyage. C'est-à-dire, vous partez, mais vous ne revenez pas. Maintenant, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la communauté juive polonaise qui a, qui a, qui a commencé d'abord, et ça ne sait pas, par les juifs de Lituanie, qui étaient des Karaïmes, qui n'étaient pas les juifs, les juifs Karaïmes, c'est-à-dire que même l'Omakirim, ils ne reconnaissent pas la Torah Béalpé, uniquement ce qui est écrit. Eux étaient installés très fort en Lituanie, ils sont descendus vers la Pologne. Le grand rabbin karaïte a été déporté non pas d'Égypte ou du Moyen-Orient, mais de Pologne. Ça, c'est la petite histoire. Ma dernière question, Samy, est-ce que Bon, je voulais aujourd'hui passer vous êtes tranquille, vous, puisque vous êtes volontaire pour Alumim, qui est l'association israélienne qui s'occupe des enfants, entre autres des déportés et de leurs enfants. Est-ce que vous êtes tranquille sur que cette transmission, elle va être faite correctement par la deuxième et la troisième génération? Alors, j'ai été très surpris. Pendant des années, on était les petits vieux d'Alumim, on disait attention, on va disparaître, il n'y a plus personne. Et alors, à ma grande surprise, actuellement, et vous pouvez demander à des gens que vous connaissez à Alumim, il y a une équipe de jeunes qui ont repris ça en main, et Kol Hakavod, ça marche très bien. Et il faut perpréter, continuer à traiter. Il y aura de moins en moins de témoignages. Mais Alumine doit, par la suite, continuer à faire des commémorations à Roglitz, qui est le mémorial des Juifs de France, qui a été Mhm. construit par Serge Schwarzfeld, par Spira, par Robert Spira, dont la fille, Valérie Spira, continue à faire le travail des fils et filles de déportés. Tout ça, c'est parce que ça aussi, il faut savoir, les fils et filles de déportés vivants, fils et filles de déportés sont tous des enfants cachés, sinon ils ne seraient pas vivants. Par contre, dans les enfants cachés, il y en a qui n'ont pas été déportés. Il y a des parents qui n'ont pas été déportés, qui se sont cachés avec les enfants. Mais Alumine n'est pas près, Dieu merci, de disparaître. Il y a une parution qui paraît, quatre livres par mois, qui est très bien faite, en hébreu et en français. Beaucoup de Français, je ne sais pas chez les Belges, mais beaucoup de Français s'abonnent, ils la reçoivent. Euh, y a pas de risque à voir. C'est vrai que ça C'est va bien. changer les gens qui vont assister aux commémorations. Ça sera plus des survivants, ça sera des enfants et des petits-enfants, arrière-petits-enfants survivants. Mais Gott sei Dank, Dieu merci, Baruch Hashem, ça va continuer. J'entends que vous êtes confiant et ça me fait plaisir.
Merci beaucoup, Sami Green, pour votre témoignage. Je vous souhaite bon courage pour Yom HaShoah parce que je sais que c'est jamais une journée très facile pour aucun d'entre vous. Et on vous embrasse et à bientôt. À bientôt et merci. Et demain à Jérusalem. Avec Au revoir. plaisir.